Bienvenue à tous et bienvenue dans Entre Cases, une émission spéciale aujourd'hui dédiée au Festival d'Angoulême, la 44e édition. Oui, on va vous emmener un peu partout avec Nicolas Dolphy. Bonjour à tous. Avec Iron Man aussi un peu. Ouais, j'ai des beaux gars aujourd'hui avec moi aussi, il faut bien le dire. Une émission spéciale festival où vous allez voir tout plein d'expositions, des rencontres, des prix, des spectacles. Il s'est passé plein de choses encore cette année et aujourd'hui, c'est pour vous, c'est Entre Cases, spécial BD, spécial Angoulême. Allez, c'est parti. Vous connaissez la série Le Château des Étoiles d'Alex Alice? C'est tellement beau, tellement merveilleux, c'est paru chez Rue de Sèvres, il y a 2 tomes, il y en a un 3e qui arrive et nous, on vous emmène visiter l'expo. Bonjour Alex Alice. Bonjour. Je suis émerveillée, voire éblouie, je ne sais plus trouver les qualificatifs pour cette exposition que vous présentez ici au Festival d'Angoulême sur votre série Le Château des Étoiles que j'adorais déjà, donc j'avoue que j'étais un peu conquise, faut bien le dire. Mais là, vous avez fait un travail fabuleux. Rappelons que cette série met en scène des personnages au 19e siècle et vous avez envie de les mettre un peu dans le contexte finalement de votre histoire. On rentre dans votre bande dessinée dans cette exposition. Oui, dans le Château des Étoiles, j'ai décidé de raconter la conquête de l'espace, mais au 19e siècle, donc au temps de Jules Verne. Et une des premières choses que j'ai fait quand j'ai décidé de raconter cette histoire, c'est créer cet univers, repartir du 19e siècle et se dire ok, si on pouvait construire des machines pour aller dans l'espace, à quoi est-ce qu'elles ressembleraient, comment on va les construire, qui va les financer, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à raconter l'histoire de cette famille, les Dulac, avec ce jeune enfant Séraphin qui va partir dans une quête à la recherche de sa mère disparue dans un vol en ballon. C'est ça, on la voit tout au début de l'histoire, sa mère, dans le premier tome, mais voilà, elle va rapidement perdre la vie dans cette machine improbable. Alors perdre la vie, je ne sais pas, disparaître en tout cas, et Séraphin va partir à sa recherche et pour ça construire une machine de verre et de bois pour aller dans l'espace. Et mon idée c'était d'explorer l'espace tel qu'on le voyait au 19e siècle, donc quelque chose de très... qui nous paraît très étrange et très poétique. Et c'est vrai qu'avec toutes ces inventions, toutes ces machines, j'avais envie de créer des maquettes, créer des costumes, créer des volumes. Et dès que j'ai commencé à faire ça, je me suis dit que ce serait bien de montrer tout ça dans une exposition. Donc je suis très heureux d'être au Festival d'Angoulême pour présenter tout ce qui sous-tend cet univers du Château des Étoiles et cette histoire de bande dessinée. La question que je me suis posée dès la première lecture, c'est qu'est-ce que vous avez gardé de vrai? Qu'est-ce que vous avez inventé? Qu'est-ce qui vraiment a été fait à cette époque-là? C'est une histoire de science-fiction qui commence en 1869, donc fin du 19e siècle, mais le contexte historique est 100% réel. C'est-à-dire que ça se passe, ça commence dans le nord de la France, après on va aller en Bavière, et on va retrouver un contexte géopolitique et un contexte historique qui est celui de l'époque précis. C'est pour ça que c'est tellement crédible que je me suis posé la question de savoir ce que vous aviez inventé, qu'est-ce qui reste? Voilà, alors dès la scène 1 en fait, une aéronaute qui est en fait la mère de Séraphin va se lancer dans une ascension impossible jusqu'à 11 000 mètres pour capturer la substance du cosmos qui est l'éther. On imaginait à l'époque que l'espace n'était pas vide mais plein de cette substance qu'on appelait l'éther et qui permettait à la lumière de voyager. Et ce qui se passe dans mon histoire, c'est qu'elle va trouver l'éther et avoir un accident. Ce qui s'est passé dans la réalité, c'est qu'en fait, au début du 19e siècle, on a essayé de prouver l'existence de l'éther et on a réussi à prouver qu'il n'existait pas. Et juste après arrive Einstein et une toute nouvelle vision du cosmos. Mais moi, je me suis dit, ok, si ça avait été comme on l'imaginait, et si l'éther existait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec? Est-ce qu'on aurait pu construire des machines capables de voyager dans l'espace? Et si on l'avait fait, est-ce qu'on aurait trouvé la Lune telle qu'on l'imaginait, Mars tel qu'on l'imaginait? Donc j'explore cet imaginaire spatial qui est plein de possibilités et de rêves. Écoutez, bravo. Moi, j'ai qu'un souhait, c'est que cette exposition puisse tourner ailleurs, qu'on puisse en profiter ailleurs, parce que 4 jours pour un festival, c'est frustrant. Je comprends, oui, j'aimerais bien moi aussi. Merci. Merci à vous. Vous connaissez la série
une bande dessinée seule. Vous avez une série où les enfants se retrouvent abandonnés, tout seuls, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus rien. C'est un peu flippant dans la BD, mais alors le film, allez découvrir ça. Nous, on a rencontré le réalisateur, David Moreau, et les acteurs, vous allez tout savoir. Je suis avec David Moreau pour le film Seul qui sort aujourd'hui sur les écrans. Alors c'est forcément un film important pour vous, d'autant que c'est adapté d'une bande dessinée. Est-ce que vous êtes lecteur de bande dessinée? C'est la première question, David Moreau. Oui. Oui, pas depuis longtemps en fait. Depuis 4-5 ans. Avant, j'étais pas grand lecteur parce que je passais beaucoup de temps à regarder des films. Et je le suis devenu depuis, oui, je dirais 5 ans. Mais vous lisez donc de tout? Parce que Seul, a priori, on peut imaginer que c'est plutôt pour les enfants, parce que c'est publié dans Spirou. Donc est-ce que vous êtes allé faire cette série tout de suite? Est-ce qu'on vous l'a suggéré? Comment ça s'est passé? Alors, moi, je suis plutôt roman graphique, donc peut-être des BD plus adultes, mais je devais adapter en fait une bande dessinée qui s'appelait Rosalie Bloom, que vous devez connaître. Oui. J'ai commencé à réfléchir au projet et j'ai appelé un ami pour le coécrire avec moi, et il se trouve qu'entre-temps, j'ai eu, voilà, le sujet me plaisait beaucoup, mais voilà, j'ai pas eu envie de poursuivre cette aventure, parce que lui avait vachement plus envie que moi de le faire, et finalement, il a fini par le réaliser. C'était son premier film, il s'appelle Julien Rapneau, qui a réalisé le film qui est sorti l'année dernière, qui est super. Et Julien m'appelle, il me dit: je suis super emmerdé, je t'ai piqué ton film. Je lui dis: non, tu m'as rien piqué du tout. Il me fait: c'est sûr que je connais un truc qui est vachement mieux pour toi. Mes enfants sont fans, ça s'appelle Seul, tu devrais le lire. Et donc je vais à la Fnac et j'achète les 5 premiers tomes. Et je suis tombé amoureux de la BD en tant que lecteur, et en tant que futur spectateur, je me suis tout de suite dit qu'il y avait un super film à faire. Mais alors, justement, l'introduction que je me faisais à savoir que c'était pour les enfants parce que c'est Spirou, moi je pense que c'est pas que pour les enfants, en tout cas loin de là. Seul, c'est vraiment, en tout cas, dans votre film encore plus, je trouve que dans le dessin, on a une espèce d'ambiance, d'angoisse. Moi j'étais oppressée pendant tout le film. Bah, non, c'était l'intérêt pour moi. En rencontrant les auteurs, Fabien Wellman qui a écrit, et Bruno Gazzotti qui a dessiné la bande dessinée, eux m'ont dit, alors déjà, si vous regardez les couvertures de chacun des albums, il y a toujours de la violence. Soit il y a une tache de sang, ou ils ont des armes. Donc ils ont toujours voulu prévenir les parents des lecteurs que voilà, Seul, déjà au départ, dans l'ADN de la bande dessinée, il y a quand même une certaine violence. Ces gamins qui ont accès aux armes, à cette liberté. Et bon, le discours qu'il y a sur la fin du film, ça je vous en parle pas. Enfin, pour ceux qui connaissent la BD, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, c'est quand même noir. Après, c'est vrai que dans la bande dessinée, l'humour a plus de place parce que le temps est plus distancié que dans le film, et que du coup les dangers sont moins resserrés que dans le film, donc du coup permettent plus d'aération. Et moi je me suis vite rendu compte dans l'adaptation que j'avais envie de faire un film un peu plus noir que la bande dessinée, pas parce que je suis déprimé, mais parce que moi, déjà je suis le premier spectateur du film, et donc voilà, il fallait que ça me touche moi, et c'est vrai que je trouvais que l'humour doit avoir sa place, mais peut-être un peu moins que dans la bande dessinée, parce qu'on doit croire aux situations, et que pour moi le plus important était que le film soit réaliste, même si c'est un film, c'est paradoxal, même si c'est un film fantastique, mais cette situation irréelle doit paraître réelle, et pour paraître réelle, il m'a semblé plus opportun de le raconter, de le raconter avec un peu plus de noir dans la palette. On est avec Sophia et Stéphane aujourd'hui pour le film Seul qui sort sur les écrans, mais c'est d'abord une bande dessinée. Alors c'est évidemment la première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous connaissiez cette bande dessinée avant? Est-ce que vous aviez eu, est-ce que c'est un gros succès de librairie, l'occasion de la lire en tant que lecteur tout court avant d'être acteur? Stéphane? Alors moi, je vais peut-être vous décevoir, mais j'avais pas lu la BD avant. Je la connaissais de nom parce que j'ai le petit frère d'un pote qui la lisait, mais moi je l'avais pas lu avant. Je pense que parce qu'il y a aussi un écart d'âge, comme je suis un peu plus vieux, et qu'elle a été éditée quand j'étais déjà un tout petit peu plus vieux. Voilà, mais j'ai pris plaisir à la lire en tout cas quand j'ai passé les essais pour le film. Et Sophia? Alors ouais, moi oui, je connaissais la BD, je la lisais au collège, au CDI, j'avais lu. Non, vraiment c'est une histoire qui me plaisait. Et déjà à l'époque, je me disais, mais c'est incroyable, il faudrait que ça soit adapté au cinéma ou à la télé, je sais pas, en série peut-être. Mais je m'imaginais pas du tout qu'un jour on m'appellerait pour jouer le rôle de Leïla.
Vous, Sophia, qui portez quand même le film sur vous, c'est vous le rôle titre, même si vos collègues sont très présents, mais c'est quand même vous qui êtes à l'origine, au début de l'histoire. Est-ce que vous aviez cette responsabilité? Est-ce que vous sentiez un peu chef de bande? Ah non, pas du tout, justement, pas chef de bande. Et qui est aussi la force de Leïla, c'est que même si c'est elle qui porte, même si c'est elle qui en fait, elle en impose, mais jamais volontairement. C'est vraiment un truc naturel, un charisme naturel qui fait qu'on la suit, mais jamais elle va imposer, diriger ou commander. C'est dans les prises de décision, par exemple, quand on ne sait pas quoi faire, on se retourne vers Leïla, pardon. C'est un peu comme, je sais pas, elle a ce truc de grande sœur, un peu force protectrice et rassurante, qui fait qu'on se tourne vers elle quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas où aller. Mais elle va jamais imposer ou diriger, pas du tout. Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. Ford Mustang GT 500 Shelby 1967. Dis-moi que t'as le permis au moins. Pour ma part, j'essaye toujours de pas d'imposer une ambiance de récréation, mais j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup faire le pitre. Donc quand je viens, même si c'est un métier de privilégié, on a une chance qui est inouïe. Donc moi, je viens toujours avec la banane, j'ai toujours envie de faire rire, etc. Et j'ai envie qu'on passe des bons moments. Et il faut surtout, ce qui est la beauté de ce métier, c'est qu'il faut pas oublier de pas se prendre la tête. C'est hyper important. Ça me rappelle une BD que je lisais quand j'étais petit. Il y avait un perso, il lui ressemblait vachement. Le maître des couteaux. Si on n'est pas ensemble, on n'y arrivera pas. Il y a tellement de choses à se voir dans ce festival, des expositions, des remises de prix. On vous a préparé un programme comme ça. Oompa, 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 oompa. Mon tipi est tout petit, mais si petit soit-il, on peut y tenir tous deux en se tassant un peu. Lève le bras et tape la carquois de oompa, tant que coulera le Mississippi. Mon tipi sera ton tipi. Salut Laurent. Salut Emma. On se retrouve à Angoulême et on a lu des super bouquins. Moi j'ai lu ça. Et toi? Moi j'ai lu ceci. Eh ben on va aller voir les auteurs pour en parler. Ça te va? Super. Cool. Bonjour Gilles, bonjour Daniel. On va parler de l'album Tu sais ce qu'on raconte, qui raconte en fait l'histoire d'une rumeur qui va enfler dans un petit village sur un personnage que finalement on ne voit jamais. Comment imaginer une histoire sur un personnage invisible? Moi je l'imaginais ce personnage, je sais à peu près la silhouette qu'il a, mais je trouvais plus intéressant qu'il apparaisse pas du tout dans le livre. On s'est posé la question à un moment si on devait le faire apparaître, et puis après tout on ne sait pas s'il est passé ou pas passé dans ce village, donc aucun intérêt qu'il apparaisse. D'habitude vous évoquez la banlieue,
Là, c'est un cadre beaucoup plus champêtre. Est-ce que le sujet se prêtait beaucoup plus justement à ce lieu plutôt qu'à la banlieue? En fait, réellement, dans mon travail éditorial, je ne parle pas spécialement de la banlieue. Je parle de la banlieue parce que je maîtrise le cadastre de la banlieue, la hauteur de la banlieue, le décor. Mes livres auparavant, chaque histoire, on peut les transposer dans n'importe quelle ville de France, que ce soit une ville, un bourg ou un village. Là, connaissant le travail de Daniel sur les grands ensembles, sur les arbres, je trouvais ça plus marrant qui s'approprie l'endroit et qui me propose une ville et un décor. Alors, Daniel, justement, il y a une galerie de personnages assez impressionnante. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez d'abord réalisé tous les personnages? Vous avez fait une sorte de galerie avant de commencer l'album, ou vous les avez créés les uns après les autres? Ah non, j'ai rien préparé, tout s'est enchaîné, ça, naturellement. Il fallait faire assez vite, j'avais pas trop de temps pour faire cet album. Alors, le scénario était bien écrit pour ça. Et oui, non, ça s'est fait tout simplement. Il suffisait de varier, de trouver des trognes. Mais ça, c'est un peu notre boulot, je veux dire, on est là pour ça. Donc non, ça s'est fait. Il n'y a pas eu vraiment de travail préparatoire. J'ai plus réfléchi à trouver un lieu, une de ces petites villes de province un peu perdues. Et moi, j'aime bien, je suis provincial et j'aime bien ces petites villes. J'aurais pu faire ça chez moi, mais j'ai voulu déplacer un peu, c'est pour ça que ça se passe plutôt en Bourgogne. D'accord. Alors, est-ce que justement vous avez cherché des personnages que vous connaissez, un boucher, des cantonniers? Non, c'est presque un peu des caricatures. Le boucher, c'est presque une caricature de boucher. Les cantonniers, j'en connais peu, mais... Le maire de la ville. Le maire de la ville. Ouais, le maire de la ville, je crois que j'ai fait regarder, ouais. Le maire de la ville, je crois que c'était un ancien maire de cette fameuse ville, d'ailleurs. Ça, c'est peut-être pas une bonne idée, d'ailleurs. Je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il est mort aussi. Non, peut-être pas. Ou peut-être pas. Peut-être. Ouais. Non, mais pour le reste, c'est des personnages inventés. Alors, commencer l'histoire par deux cantonniers qui sont avec un balai en train de se raconter des choses. Vous n'avez pas peur de vous mettre tous les fonctionnaires à dos? Mais non, parce qu'il est 7h du matin, les mecs, quand ils bossent. Hein. Ouais, on est d'accord. Hein. Attention, c'est les premiers qui bossent dans la ville. Hein. Après, dans le livre, des gens parlent dans la rue, ils vont au travail, il est 9h30 déjà. Mais eux, c'est les premiers au turbin, quoi. Ils ont commencé à 7 du mat, ils ont pointé. Ouais, parce qu'il y a une vraie unité de... Il écrit bien, ce brave petit Rocher. Il y a une vraie unité de lieu et ça se passe en une journée. Et ça, c'est assez amusant. Faire un peu... Ça me rappelait le train sifflera 3 fois. Et voilà, cette unité en une journée pour raconter une histoire. Et ça commence tôt le matin avec les cantonniers, qui sont, eux, réellement au boulot, les fonctionnaires. Et ça se finit la nuit par cet accident stupide. Merci beaucoup, Daniel et Gilles, et bon festival. Merci à vous. J'adore cet endroit, c'est le Magic Mirror, j'ai déjà vu dans plein d'autres festivals, mais maintenant il est aussi au festival d'Angoulême. On voulait juste vous montrer un petit bout, et on va maintenant aller rencontrer les auteurs des 3 fantômes de Tesla. Richard Marazzano et Guillaume Beck sont en sélection cette année à Angoulême. On est avec Richard Marazzano et Guillaume pour cette série les 3 fantômes de Tesla. Le tome 1 est dans la sélection du festival. Est-ce que ça déjà forcément, vous avez un beau succès dès le départ, mais est-ce que cette sélection déjà, c'est un tête de Graal pour vous? Comment vous l'avez ressenti, Richard? Ils ont dû se tromper, je crois. C'est une erreur. Non, effectivement, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de reconnaissance de la profession et du public, puisqu'il y a un des prix, il est dans un des prix publics, donc c'est toujours un plaisir. Si j'ai voulu vous rencontrer, c'est que vraiment j'ai adoré ce premier volume. Vraiment, je sais que c'est une trilogie, donc on va attendre plein de choses, mais je trouve qu'il y a une mise en place, etc., historique, technique, technologique. Vous avez déjà mis plein de choses en place. J'étais tout à fait emballée tout de suite. Richard, racontez-nous, on est en 42 avec Nikola Tesla, c'est le héros, il donne son nom à la série. Oui, mais en fait, il apparaît assez peu dans l'album, mais il a une place évidemment prépondérante. Mais c'est l'histoire d'un gamin qui va le rencontrer et qui va être amené à hériter de ses connaissances et de ses recherches. Et il y a tout un récit assez incroyable, puisqu'il nous est tombé lui-même de manière tout à fait incroyable dans les mains. Mais vous avez dû vous renseigner sur cette période, sur cette époque, vous connaissiez le New York, vous aviez envie de raconter sa vie, qu'est-ce qui vous intéressait au début de l'histoire? C'est vrai que c'était un sujet qui nous intéressait, mais en même temps, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est qu'on est tombé en possession de documents. Un ami scénariste qui est aujourd'hui malheureusement décédé, à sa mort, nous a donné une enveloppe qui contenait une clé et des documents qui nous amenaient à
à une consigne de la Grand Central Station de New York. Donc Guilhem et moi, nous sommes rendus à New York et nous avons ouvert cette consigne avec cette clé. Et nous avons découvert ces documents, des dossiers secrets du FBI, des articles de journaux de T.S. Billings que nous avons reproduits dans l'album, des lettres de personnages célèbres, d'écrivains et de scientifiques, de George Orwell, de Yasutaro Mitsui, qui est un des premiers inventeurs de robots, de Jagadish Chandra Bose, qui était le plus grand physicien indien. Taratata, vous les croyez? Écoutez, nous on livre au public et c'est au public de décider. Guillaume, vous étiez avec lui? Oui, tout à fait. Oui, on a passé donc une petite dizaine de jours à New York. Et bon, quand on a décidé de se lancer donc, dans cette aventure, effectivement, le décor s'est imposé comme étant celui de la ville de New York. Donc, ouais, on a passé une petite dizaine de jours à parcourir les quartiers qui nous intéressaient, à essayer surtout de s'imprégner de l'ambiance de New York que ni Richard ni moi ne connaissions jusqu'à présent. Et on a été très surpris de voir que beaucoup de quartiers depuis les années 30-40 n'avaient pas tant bougé que ça. Et donc c'était un plaisir d'aller se balader dans toutes ces rues, tous ces coins, que ce soit Chinatown ou le coin qui est Dumbo, ouais, où c'est le coin entre le Manhattan Bridge et le Brooklyn Bridge. Tous ces coins-là, quand on y est, on a vraiment l'impression de faire un petit voyage dans le temps dans les années 30-40. Et même quand on rentre dans les bâtiments, il y a plein d'immeubles qui ont gardé leur décoration d'origine de ces années-là. Et c'est très impressionnant d'y être et très agréable d'avoir la documentation sous les yeux. Enfin, mais de le redessiner, parce que des lignes, etc., c'est quand même... voilà, vous avez joué avec la perspective. Oui, c'était indispensable effectivement d'aller sur place pour ne serait-ce que essayer mentalement de se faire une idée de l'agencement des quartiers les uns par rapport aux autres, à savoir quand je suis sur le Manhattan Bridge, qu'est-ce que je vois, quand je suis au pied du Manhattan Bridge, qu'est-ce que je vois, enfin voilà, quand on n'y est pas, quand on n'y est jamais allé, on a du mal à s'imaginer tout ça. Et puis on a essayé aussi d'aller à tous les endroits qui étaient les lieux typiques de notre récit. On a essayé de découvrir l'entrée du laboratoire secret de Tesla. On ne va pas vous dire où, parce que sinon ça sera révélé, mais c'est révélé dans le 2e tome. Mais on a cherché, évidemment, on n'a pas trouvé cette entrée, mais on s'est rendu à tous les endroits mythiques de notre récit, oui. Le récit s'intitule Les 3 fantômes de Tesla. Donc Nikola Tesla, on sait qui c'est. Qui sont ces 3 fantômes? On espère que c'est difficile de le révéler sans déflorer un peu le récit. Mais il s'agit effectivement d'un fantôme de Tesla, mais d'un fantôme magnétique qui apparaîtra dans les conditions que l'on découvre à l'intérieur de l'album. Et les autres, vous découvrirez que le lecteur un petit peu assidu découvrira finalement que le premier fantôme, il l'avait vu avant, et que le dernier, ça sera le sujet d'un rebondissement important, donc je ne peux pas vous le révéler non plus. C'est un récit à mystère, un récit à clé, puisque c'est grâce à une clé qu'on a découvert tout ça. Donc évidemment, ça m'est difficile de vous révéler tout ça. Les 3 fantômes de Tesla, série fantastique, série historique, mais série à connaître, elle sera primée ou pas? Réponse dans quelques jours. Merci à tous les deux en tout cas, bravo. Merci à vous. Merci. Bonjour cher Causet. Bonjour Et Emmanuel. bravo pour ce Grand Prix d'Angoulême qui arrive enfin. Ça fait tellement d'années que j'entends votre nom souffler que j'étais tellement contente pour vous quand c'était annoncé. Merci beaucoup, et j'avoue que moi aussi, franchement. Mais oui, ces dernières années, on entendait mon nom, et j'y croyais, et puis non. Et cette année, quand j'ai su qu'on était 3 sélectionnés, Chris Ware et Manu Larsenet, je me suis dit avec des pointures comme ça, j'ai aucune chance. C'est vrai? Ah oui, mais c'est pas grave. Je me suis dit, peut-être plus tard, on verra. Et voilà, je me suis trompé. Moi j'étais sûre. Alors pour le coup, je vous assure, il y a des preuves dans l'émission, je l'ai annoncé. Moi je croyais que c'était vous, si, pour de vrai. Et vraiment bravo. Surtout c'est tellement mérité. Évidemment, on pense à votre personnage Jonathan qui a tellement inspiré des générations d'auteurs. C'est les auteurs qui votent pour vous. Et vous avez vraiment inspiré plein d'auteurs. C'est normal que ça vous rende hommage. Merci. Moi, je suis très touché par le fait que ce soit l'ensemble de la profession, en tout cas une majorité, qui fasse cette sélection, parce que en fait, j'imaginais pas qu'il y avait autant de mes collègues qui appréciaient mon travail. Vraiment, c'est très touchant. Merci, je suis très reconnaissant. C'est étonnant ce que vous dites. Moi, j'ai souvent entendu des auteurs, dans des interviews notamment, qui vous citent dans leurs influences, je vous assure. Mais même ils viennent vers moi, ils me le disent, mais je me dis, voilà, c'est le 3% de la profession. Et ceux qui n'aiment pas, ils ne viennent pas me le dire. Ils ne détestent pas au point de venir m'insulter quand même. Donc je ne les connais pas, je ne les vois pas. Et je croyais que c'était une petite minorité qui m'aimait bien.
Ah bah, heureusement que je me suis trompé Non, de nouveau. alors, franchement, moi, il y a deux choses. D'abord, dans votre œuvre, vous avez, dès les fin des années 70, vous nous avez emmené au Népal, dans des Tibets, dans des pays qu'on ne connaissait pas. On a beaucoup voyagé grâce à vous. Oui, Ça, c'est une première chose que vous avez apportée. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et la deuxième chose, c'est dans votre narration. Vous avez vraiment une façon particulière de raconter les choses qui tient à vous. Et c'est ça qui a inspiré les autres. Vous avez inventé quelque chose. J'en sais rien. J'ai cherché à faire quelque chose de personnel en me disant que c'est le seul intérêt, c'était d'apporter quelque chose. J'étais conscient en toute... de manière réaliste que je dessinerais pas aussi bien que Jean Giraud, par exemple, du point de vue du dessin strictement parlé. Donc je devais chercher quelque chose que moi seul pouvais apporter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais le fait, par exemple, je dis quand vous avez voyagé, Oui. par exemple, à l'époque, c'est des pays qu'on ne visitait pas du tout. D'ailleurs, vous-même, quand vous avez commencé à les mettre en scène, vous n'y étiez pas allé. Donc ça, c'est quand même ce fantasme du dessinateur, de l'auteur, qui peut emmener les gens, même où lui-même n'est pas allé. C'est assez fort. Mais ça, c'est le destin. Effectivement, comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée, j'ai dessiné les 3 premiers albums de Jonathan, d'après photo, comme on le fait pour du western ou n'importe quel BD. La plupart des auteurs ne bougent pas beaucoup. Mais il y avait tellement peu de photos sur le Tibet dans ces années-là, 75-78, que j'étais à court de documents, donc je suis parti. Et j'ai découvert que c'était super intéressant et enrichissant à tout point de vue, bien sûr. Et puis il y a un personnage dont on parle peu, parce que, en tout cas pas assez, je trouve, parce qu'elle n'a pas le titre sur l'album, c'est Kate. C'est quand même une héroïne. Vous avez aussi inventé ça, encore une fois. Je sais pas, comment vous pourriez nous parler de Kate? Parce que Jonathan, tout le monde connaît, Kate beaucoup moins, je pense. Mais je sais pas, j'ai eu envie de parler de ce personnage, parce que des fois il m'arrive c'est une forme de projection, de tomber amoureux de quelqu'un qui n'existe pas, de projeter une femme idéale. C'est peut-être un peu naïf, mais c'était ça, c'est le fondement de Kate. Et oui, après on me l'a expliqué, c'était nouveau, c'était pas la super nana sexy, ni la Castafiore, mais c'était une femme plaisante, belle, mais plus humaine que la plupart des héroïnes de BD. Et puis Jonathan l'a souvent apparenté à vous, parce que physiquement, vous lui ressembliez, en tout cas vous vous dessiniez, j'en sais rien, peu importe, je ne sais pas dans quel sens, mais est-ce que Jonathan c'est vous? Alors ça c'est la question, hein. Mais de nouveau dans cet esprit de faire quelque chose de personnel, d'apporter ma note personnelle, j'ai eu envie d'un personnage que je ressente profondément. Et donc ça ne pouvait pas être un espion qui va combattre je ne sais quel ennemi mystérieux, mais c'était... Et puis du point de vue du dessin aussi, quand on a des difficultés de dessin, ça aide d'avoir des modèles. Et le seul modèle que j'avais sous la main, c'était mon reflet dans le miroir. Donc mais enfin quand même, j'avoue que je me suis bien amélioré. Il y a un lecteur qui m'a dit une fois, Jonathan, c'est vous customisé. Ouais. Vous avez conscience, Bernard Cozet, qu'en acceptant ce prix, vous allez aussi représenter la bande dessinée finalement pendant 1 an, notamment à Angoulême l'année prochaine. Enfin, est-ce que vous avez ça sur les épaules aussi? Oui, non, j'y avais pas pensé. Vous êtes sûr? Je peux plus le refuser ou bien maintenant? Non mais voilà, on va vous demander de causer de bande dessinée, vous allez représenter à chaque fois, c'est vous, elle allez être à l'honneur. J'en suis ravi, je suis ravi que mon travail soit à l'honneur, vraiment. Vous avez déjà que vous allez faire une belle exposition l'an prochain, vous vous projetez déjà un peu ou c'est loin? Non, c'est loin, oui, je le sais, mais enfin, pour l'instant j'ai absolument aucune idée, mais je pense qu'on va bien s'amuser à imaginer un festival. Un festival. À suivre, comme on dit dans les bonnes BD. Voilà, très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Et bien voilà, notre émission spéciale Angoulême 2017 est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder les images qu'on vous offre que nous à le faire. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? J'espère, nous on a beaucoup aimé en tout cas. Voilà, vous pouvez évidemment retrouver l'émission en replay sur le site de Watch, sur le site de notre partenaire BD Geste, sur YouTube, etc. etc. La semaine prochaine, vous retrouverez Christophe et nous on se retrouve dans 15 jours. Salut! Salut!